Elle est morte un mois après. Elle est morte. Elle est morte. Rachel est morte. Mon père est mort. Le père de Cécile est mort. Ma mère est morte. Tout autour de nous, des morts. C'est pas triste. Il me semble que c'est un peu comme des clous. Ils viennent se planter. Je pourrais croire que je suis devenu la sépulture d'eux. Tous ces morts qui sont de futures formes, qui vont revenir autrement. C'est à la fois facile et difficile de remonter, de faire une sorte de culbute. Quand on est jeune, on aime beaucoup faire les culbutes. Hein. Arrive un moment où la culbute, on nous l'a fait faire. La vie ne fait pas un croche-pied. La vie se fait toute belle un jour. Et on voit ce qu'on n'avait pas vu. On était pourtant prêts. Il y a des coups de fatigue qui viennent, de grands coups de fatigue. Et pourtant, c'est pas encore le bout. Ça oblige à s'allonger, ça fait qu'on reste vraiment couché en soi. Mais non en se disant ou en disant oh, j'arrête. Non. Madame Rachel, elle ne disait pas j'arrête. Tout à la fin, sans doute, elle a aidé. Moi, je n'ai pas l'âge qu'elle avait. J'ai fait beaucoup de choses qui sont usantes. Quand je dis que ça a cramé en moi, ça a beaucoup cramé. Mais vous avez des arbres qui ont été foudroyés. Mais il y a une branche en bas quelquefois. Vaut mieux qu'elle soit en bas. Il y a une branche qui a été comme épargnée. C'est un peu ce qui se passe, je crois. Jusqu'à ce qu'elle tombe, jusqu'à ce qu'un homme imbécile veuille abattre cet arbre pour dégager le bord de son champ. Cette branche va utiliser les derniers réseaux on pourrait dire le dernier circuit veineux, où la sève est encore présente et où elle provient vraiment d'une des seules et dernières racines de l'arbre. Et cette racine-là, elle mange, elle pompe, elle suce en bas. Elle trouve. Et elle envoie là-haut. Oui. Je sens déjà ça. Toutes mes branches n'ont pas été foudroyées. D'ailleurs, je n'ai jamais été foudroyé. Et au milieu, c'est pas au milieu, c'est... Et en cours de fatigue, il y a tout à coup un coup qui part et je me lève. Ça va, mais ça va même très bien. Je me sens, pour ainsi dire, excité, pas loin d'être prêt, non pas au pire, mais si je le fais. Je me lève, je m'habille, j'emmène Cécile avec moi.
Je ne parle pas de même par moments d'élan, pas du tout exagérément amoureux, mais une sorte d'excitation suivie, précédée de désirs qui ne savent plus où se mettre pour ne rien perdre. Je n'ai jamais vu le cou de Cécile aussi pur que maintenant. Je lui ai dit, mais je lui dis pas trop. Elle n'en serait pas gênée, mais pas du tout. Mais je lui dis une fois, puis à chaque fois que je le revois, je le garde pour moi. Mais ce coup qui a toujours été le coup de son enfance. Je ne l'ai pas connu quand elle était enfant, mais c'est le coup de son enfance. C'est un coup qui n'a pas bougé. Il n'a pas bougé en plus de 40 ans de vie commune. Il faut que les cheveux soient relevés un peu, mais comme elle est depuis que nous nous connaissons. On s'est connus, elle avait les cheveux extrêmement courts, un petit mouton comme on disait. Et puis quand elle était au Sana, ne pouvant pas se peigner, ne pouvant faire peu de mouvements, les cheveux ont poussé. Elle est devenue très très belle. C'était bien avant, mais là, on peut dire une forte maturité est arrivée. Le mal, le vrai grand mal, était là. Quelque chose, une sorte de torsion l'habitait. Oui. Ça fait un beau visage qui n'est pas ravagé, qui est encore plein de douceur, mais qui a beaucoup d'angles qui se précipitent. Ce qu'elle n'avait pas avant, c'était des rondeurs qui étaient là. Mais même dans le corps, il y a des tombées d'épaules. Oui. Il y a un dos avec, du côté où la faiblesse est grande, il y a un dos légèrement voûté. Il y a même l'apparition d'une petite enflure. C'est à la fois l'os et c'est surtout celui qui manque qui lui a été retiré. Bien, le dos a un charme très grand, très. Et de face, la poitrine, puisque dans le dos il y a une petite enflure. En face, de face, le côté où il y a le sein. Le sein droit est encore fort, assez ferme, un très joli bout de sein. Mais l'autre sein, celui qui est à gauche, puisqu'il y a une bosse dans le dos, il y a un creux devant, puisqu'on a retiré, on a coupé un os, on a écrasé un poumon. Il y a un abaissement, un petit affaissement sur le thorax. C'est extrêmement affolant. Deux seins semblables et dont l'un porte en lui toute la douleur, non seulement physique. C'est le sein du sana, c'est le sein d'après le sana. Il ne s'est jamais regonflé. Il n'est pas plat, il est presque comme l'autre. Mais ce presque-là, c'est devenu toute Cécile après le sana. Cécile avec le sein à droite, c'est la jeune femme dont le sein est à la fois insouciant et pourrait être provocateur, tentateur. Le sein qui est à gauche, il est effacé. Il est dans la solitude. C'est un sein qui chuchote. C'est un sein qu'on ne touche pas. C'est un sein que j'effleure, je l'effleure. D'ailleurs, très souvent quand nous faisons l'amour, nous aimons être sur le côté. Elle se met sur son côté droit. Sur son côté gauche, elle ne peut pas. Tout de suite, elle a une sorte de pincement à l'intérieur. C'est resté blessé, c'est resté très fragile.
Donc, le côté gauche est libéré. Le côté gauche est ce qui ne touche pas le matelas, qui ne reçoit pas le corps. Je passe ma main. Je ne le touche pas. Je ne le prends pas, ce sein. Je le sais près de ma main. Et nous nous aimons. Et souvent, quand nous sommes arrivés au bout de notre champ, quand elle commence à tomber tout en se relevant et quand moi aussi je la suis, je me donne une seconde d'un frôlement plus appuyé, à la fois sain, vide et plein, à la fois sain, il est fragile comme de la neige. Je regarde souvent Cécile, un peu à la dérobée. Elle épluche, elle est près de son évier, elle frotte, elle aime beaucoup frotter. Elle aime beaucoup que son évier soit impeccable. Elle n'aime pas voir un poil de la chatte ou de la chienne par terre. Mais dans son atelier, il y a le désordre. Je la regarde aller et venir. Si elle me tourne le dos, je regarde le cou. Souvent, je me dis, souvent, on aurait pu la pousser. On aurait pu la précipiter. Ils l'ont fait, mais pas avec elle. Mais ce qu'ils ont fait aux autres, elle ne l'a pas reçu. Elle l'a entendu. C'est autre chose que d'avoir été poussé. C'est souffrir même d'être là. Je sais que je me torture en disant ça. Pas maintenant. Maintenant, je suis satisfait de ma mémoire. Je suis satisfait que ma mémoire m'ait ramené ça ici, maintenant. J'ai jamais pu écrire ça, puis dans le dessin, c'est jamais venu aussi clairement. Elle y est pas. Faut qu'on se débrouille. Tandis que là, j'ai pas à dire que je me débrouille. Je pense fermement à elle. Je la vois nue et on la pousse. On la pousse en lui disant de se dépêcher. Oui. Et on la bat. Ou elle entre dans l'enfer. Je peux même pas me lever puis venir vers elle et lui dire ne me demande pas à quoi je pensais. Laisse-moi seulement m'approcher de toi. Comment est-ce qu'on peut? Comment est-ce qu'on peut? Je les ai vus. Eux et les autres, mais j'en ai vu. Comment est-ce qu'on peut? Peut-être même, comment est-ce qu'on peut dessiner encore après? Je crois qu'il faut. Est-ce que ce que l'on a toujours en réserve, ce que je dis être à portée de notre main, ma mère et son pont de Saint-Cloud, ma mère et son Gardénal, moi aussi, avec quelques comprimés, j'ai ça ici. Mais je ne suis pas sûr que ça soit bien. C'est une vieille boîte. Je crois que c'est du Séresta. Ouais. Je sais qu'un jour, on m'a dit en me le donnant, attention, il ne faut pas laisser traîner ça. Oui. Là où c'est, les yeux fermés, oui, je peux aller le prendre. Elle aussi pourrait aller le prendre. Mais elle ne sait plus où je l'ai mise. Tout comme elle ne sait pas où j'ai mis
l'arme. Moi, je peux y aller les yeux fermés. Je pourrais même la démonter. Il me revient quand l'oncle s'est tué, quand le père est descendu après l'avoir laissé là-haut sur le palier, il avait besoin de dire à ma mère, qu'est-ce que j'en fais? J'appelle un médecin. Et ma mère a dit oui. Puis le médecin, quand il l'a appelé, il lui a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, il s'est tiré une balle. Mais c'est pas moi qu'il faut appeler. C'est d'abord les policiers, puis après le médecin. Il faut déjà qu'il constate. Mais il a dit, je vais venir juste m'assurer du décès. Mais après, je viendrai. Je viendrai peut-être même quand ils seront encore là. Et ma mère lui a dit à mon père, on était dans la cave. Ma grand-mère avait commencé à prier, elle. Mon père a dit, je me demande comment il a eu cette arme. C'est vrai, c'était la question. Comment un homme comme lui pouvait avoir trouvé une arme, sauf d'aller dans un quartier où il y avait toujours quelqu'un qui vendait toujours quelque chose. Mais comment avait-il eu l'argent puisqu'il n'avait jamais d'argent? Ma mère donnait de l'argent à mon oncle, en cachette, sans le dire à mon père. Il avait peut-être lui aussi fait ses réserves. C'était lui aussi son gardénal. Il avait mis de l'argent de côté, des réserves d'argent. Puis un jour, il a demandé à quelqu'un, un revolver, ça coûte combien? On lui avait dit, il a recontinué. Il a dit à ma mère, tu sais, il me faut de l'argent, j'ai besoin pour ça, il m'en faudrait pour ça. Ma mère travaillait presque pour lui donner de l'argent. Puis le jour où il a eu vraiment l'argent, il a pu aller là-bas. Et puis dire, voilà, je mets l'argent là, sur la table, il faut me donner le revolver. On lui a donné. On lui a donné les balles. Il devait savoir comment on s'en servait, puisque la seule fois où il s'en est servi, il a réussi.